C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le Conseil des ministres a approuvé hier la feuille de route et la politique d'utilisation du Fonds souverain malgache. À cet effet, le Conseil des ministres a également adopté le décret fixant la valorisation du fonds constitué pour les générations futures du Fonds souverain malgache. Ce fonds est défini à 15% des résultats de l'année d'activité et est déposé sur un compte spécial à la Banque mondiale. Selon la loi portant création du Fonds souverain malgache, il existe une vision et une orientation portée par le conseil d'administration pour gérer ce système, qui est d'en faire un catalyseur de développement de Madagascar. La capacité de construire un fonds, de l'argent pour la prochaine génération, la capacité de combler le manque de capitaux utilisés dans les projets de développement prioritaires qui touchent directement le peuple malgache. L'objectif du FSM est de réaliser des investissements qui apportent des résultats tangibles à la population, d'établir un système de gestion transparent qui suit les mêmes normes partout dans le monde et d'accroître la participation aux projets prioritaires de l'État. Le Conseil des ministres a donc approuvé que ces projets doivent être conformes à la politique générale de l'État et seul le Conseil des ministres détermine les programmes et activités qui seront utilisés au sein du FSM. Le Conseil des ministres a adopté le décret fixant les modalités du fonds financier constitué pour les générations futures du Fonds souverain malgache SA. Selon l'article 6 de la loi 2021-024 du 29 septembre 2021 régissant le Fonds souverain malgache, la création d'un fonds pour les générations futures est inscrite dans la feuille de route qui doit être mise en œuvre. Ce fonds a été approuvé pour représenter 15% des résultats de l'année d'activité et déposé sur un compte spécial à la Banque centrale. Le gouvernement ne peut pas utiliser ce fonds pendant les 10 premières années de la création du compte. Passé ce délai, le gouvernement peut l'utiliser si une urgence l'exige. Cependant, le gouvernement ne devrait pas pouvoir utiliser plus de 15% des fonds collectés à ce moment-là. L'un des sujets abordés hier lors du Conseil des ministres concernait également le projet de train urbain du président de la République, dont les travaux d'installation avancent. De ce fait, le Conseil des ministres a approuvé la gestion par le gouvernement des taxes et droits de douane pour l'importation de matériel et de fournitures ferroviaires. Par ailleurs, le rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement a également accepté la démission des responsables gouvernementaux occupant de hautes fonctions qui figurent parmi les candidats aux élections législatives malgaches. En économie, la nouvelle usine productrice de pâtes alimentaires dans le cadre du projet ODOF a été inaugurée à Rivunmam par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette usine peut produire jusqu'à 4 tonnes de pâtes par jour. Ce projet permettra d'augmenter les rendements des agriculteurs, souligne le ministre Edgar Razafnjava. Pour plus de détails. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Edgar Razafnjava, a inauguré l'usine productrice de pâtes alimentaires à Rivunmam, NETA, ou notre entreprise de transformation alimentaire. Il s'agit d'une deuxième usine dans le cadre du projet ODOF dans ce district. Selon les explications, cette usine peut produire 4 tonnes de pâtes par jour, soit jusqu'à 32 000 sachets de nouilles. Comme le but de l'ODOF est de développer le marché local, l'État utilise les matières premières issues du district, à savoir les farines transformées localement, les œufs des éleveurs locaux et de l'huile produite par l'usine Nobel Fleur, qui est également une usine dans le cadre du projet ODOF. 10 anciens chômeurs sont en charge du NETA qui produit des nouilles à Rivunmam. D'après Andarmalala Miaransu, une responsable, ils vendront les nouilles produites par NETA entre 800 à 900 ariars. Le centre d'achat des produits transformés des industries de l'ODOF ouvrira prochainement à Tanarive et dans les régions. Le ministre Edgar Razafnjava a rappelé que le président de la République a émis des instructions mentionnant la mise en place de l'ODOF dans tous les districts. 18 sortes de machines transformatrices de produits ont été importées à cet effet.
Et dans les actualités sociales, afin de rehausser et de renforcer la position des mères célibataires dans la société et de les impliquer dans le développement local, une deuxième série d'activités sociales a été lancée dans le cadre du projet Sanjaj, financé par l'AFD et géré par Aide et Action au sein de la commune d'Antananarivo. Environ 900 mères célibataires ont bénéficié de ce projet. Au cours de la formation qui a duré 3 mois depuis 15 février et qui a pris fin mardi dernier, elles ont pu bénéficier d'entraînements sportifs, notamment en basket, foot, rugby et des cours de Zumba organisés par l'association sportive de la capitale, Antananarivo. Une manifestation sportive et une remise de prix et trophées s'est tenue mardi dernier pour clore cette formation. La campagne de vaccination contre le polio débutera ce 14 mai jusqu'au 17 mai pour la région Vakna-Karach. Les personnels de santé feront des porte-à-porte et iront dans les écoles pour ce faire. Une sensibilisation des parents sur les vaccinations aura également lieu par la même occasion. Reportage de Jameson Rajanarmanan de Viva Antirabe. Une campagne de vaccination orale contre la polio sera effectuée dans toute l'île du 14 au 17 mai. La région Vakna-Karach en bénéficiera aussi. Le vaccin contre la polio est destiné aux enfants âgés de moins de 15 ans. Pour atteindre l'objectif, la Direction régionale de la santé publique de la région de Vakna-Karach a mis en place diverses stratégies. Les personnels de santé se rendront dans les maisons et dans les écoles pour faire le vaccin et demandent la collaboration des parents pour prévenir leurs enfants de la polio. Les vaccins seront également disponibles dans tous les centres de santé. Par ailleurs, les personnels de santé procéderont au recensement des enfants âgés de moins de 15 ans à partir de demain dans cette localité. Ils compteront également les enfants de moins de 2 ans qui n'ont pas encore réalisé tous leurs vaccins. En politique, l'ambassade américaine, à travers un communiqué, déclare reconnaître le début de campagne électorale comme un engagement de la nation envers la démocratie. Il est important que ces élections se déroulent de manière libre, équitable et pacifique, selon cette déclaration. L'ambassade américaine encourage de ce fait les Malgaches à participer activement et en toute sécurité au processus électoral, sans violence, intimidation ni fraude, et soutient tous les efforts visant à garantir des élections transparentes à Madagascar. En outre, elle appelle tous les acteurs à mener des campagnes pacifiques et constructives qui reflètent la véritable volonté démocratique du peuple et respectent l'état de droit. Et côté sport, pour clore les actualités locales, les maquis féminines sont dans la dernière ligne droite pour gagner leur place pour le championnat du monde de rugby à 15. Elles ont combattu le Cameroun sur le score de 12-5 à l'issue de leur deuxième match qui s'est tenu hier. Anzara Donarvel, Ubrasa Manan et Felan Arakutersul. Lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby à 15 féminin, les Maquis Ladies en vert ont affronté les Camerounaises en jaune. Match que les Maquis ne pouvaient pas rater si elles veulent être parmi les 2 premiers de cette compétition. Les Maquis Ladies ont ouvert le score avec cet essai transformé 7-0. Dans la première mi-temps, les Camerounaises ont su profiter de leur corpulence pour marquer leur seul essai. Le score était de 7-5 à la mi-temps. À la 61e minute, les Maquis ont obtenu un nouvel essai grâce à Véronique. Cela a conduit à une victoire de 12-15 sur le Cameroun. Selon les joueuses, le match était difficile. Par rapport au premier match, les Maquis avaient du mal à s'imposer selon l'entraîneur. Concernant le résultat de la rencontre entre l'Afrique du Sud et le Kenya, victoire écrasante pour les Sud-Africains, 63-5. Le 3e match de la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra ce dimanche. Les Maquis seront face à l'Afrique du Sud. À l'international, en Ukraine, les députés ont adopté hier un projet de loi permettant à certaines catégories de prisonniers d'aller combattre sur le front en échange d'une libération conditionnelle. Cette loi est adoptée à un moment où Kiev cherche à mobiliser plus de soldats face à la Russie, mais elle ne fait pas l'unanimité dans le pays. France 24. La loi doit encore être soumise au président du Parlement et au président Zelensky, mais elle est en bonne voie pour être définitivement adoptée.
D'ici quelques semaines, certains détenus des prisons ukrainiennes pourront aller grossir les rangs de l'armée s'ils le souhaitent, sous certaines conditions. Il y a eu quelques améliorations au sein de la commission, où certaines catégories de condamnés ont été exclues. Ceux qui ont commis un meurtre avec préméditation, un homicide par négligence ou sous l'influence de l'alcool et la haute trahison ont bien été exclus. Les prisonniers qui iront combattre en échange d'une liberté conditionnelle dans des unités spécialisées ne devront pas être condamnés pour des peines de plus de 3 ans. Mais malgré l'encadrement promis par les autorités militaires, cette loi est loin de faire l'unanimité. Le projet actuel ne précise pas sous quelle forme les prisonniers pourraient combattre sous la loi martiale. De notre point de vue, ce projet de loi dans sa forme actuelle n'est pas suffisamment cohérent et doit être révisé. Après avoir voté en avril une loi controversée sur la mobilisation militaire pour faciliter l'entrée des plus jeunes dans l'armée, l'Ukraine cherche d'autres moyens d'agrandir ses troupes. Ces 2 ans de résistance face à la Russie ont été très meurtriers pour Kiev et le Kremlin dispose de ressources humaines beaucoup plus importantes. L'armée russe a d'ailleurs depuis longtemps ouvert le recrutement aux prisonniers en autorisant même les auteurs de crimes graves à combattre. Et à Mayotte, un enfant de 3 ans, originaire des Comores, est mort du choléra dans la commune de Koungou. C'est le premier décès lié à cette maladie sur l'île. Depuis la mi-mars, 58 cas de choléra ont été recensés par les autorités mahoraises. France 24. Un enfant de 3 ans est décédé hier à Koungou, où la maladie circulait depuis plusieurs semaines déjà. Rapidement, les autorités sont intervenues pour limiter sa propagation. Les équipes d'intervention se sont rendues sur place pour procéder au traitement de l'entourage de l'enfant. La situation sanitaire s'aggrave sur l'île. En seulement quelques jours, le nombre de cas a doublé. Ils sont aujourd'hui 58 malades. Pourtant, la mobilisation s'intensifie. Une deuxième unité comme celle-ci vient d'ouvrir sur l'île, la première étant débordée. Des renforts arrivés de l'Hexagone sont également venus assister le personnel sur place pour vacciner la population. Dès qu'on a quelqu'un qui est malade, on s'arrange pour aller à son domicile et on va traiter toute sa famille pour les protéger. On désinfecte également le foyer. Pour certains élus, ce n'est pas suffisant. Une des députées de Mayotte s'alarme hier sur X. Urgence, le choléra tue à Mayotte. Je demande à Gabriel Attal une vaccination massive. Les premiers cas de choléra avaient été recensés mi-mars à Mayotte sur des migrants en provenance des Comores. En Afrique du Sud, la ville de Durban est depuis plusieurs mois confrontée à des pénuries d'eau. Les habitants doivent acheter de l'eau en bouteille et la transporter par eux-mêmes sur plusieurs kilomètres. À l'approche des élections générales à la fin du mois, cette pénurie suscite la colère au sein de la population. France 24. Derrière ses palmiers et ses plages de sable fin, la ville de Durban s'assèche en silence. Depuis plusieurs mois, la métropole sud-africaine fait face à des graves pénuries d'eau courante. Et pour les habitants comme Rani Naïnou, les robinets marchent un jour sur 2. Vous voyez, il n'y a pas d'eau. On ne peut rien faire. Livrés à eux-mêmes, les habitants achètent de l'eau en bouteille et la transportent parfois sur plusieurs kilomètres. Face à la crise, des ONG locales organisent des distributions d'eau potable dans les quartiers défavorisés, mais leurs efforts sont loin d'être suffisants. Qu'ils empoisonnent notre eau avec du cyanure, ça ira plus vite. Parce que là, nous mourrons tous à petit feu. De nombreux habitants rejettent aujourd'hui la faute sur l'ANC, le parti au pouvoir, qu'ils accusent d'avoir laissé les infrastructures de Durban se dégrader pendant des années. Notre président nous a abandonnés. Je suis vraiment très déçu de la situation en Afrique du Sud. Un ras-le-bol général qui pourrait se faire sentir dans les urnes alors que l'élection générale du 29 mai approche à grands pas. L'enjeu est énorme pour l'ANC car tous les partis d'opposition s'intéressent à ce qui se passe dans la province de KwaZulu-Natal. Et ils promettent de faire mieux s'ils sont élus. Le maire de Durban a récemment annoncé la construction d'un nouveau barrage hydraulique afin de pallier les pénuries d'eau. Une initiative bienvenue, mais qui pourrait se révéler insuffisante pour regagner la confiance des électeurs. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Aquaman and the Lost Kingdom. Passez une excellente soirée sur Viva. Au revoir.